Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Évidemment qu'on va vous proposer un débriefing F1 consacré au Grand Prix d'Autriche, la 9e manche de la saison 2017. Jean-Luc n'est pas avec moi aujourd'hui, mais pas de panique. On va pouvoir lui poser les questions à distance. Jean-Luc qui se trouve, à vrai dire, dans notre régie centrale aux États-Unis de Motorsport TV. Et tout de suite, Jean-Luc, ma première question, elle est évidente. Que penses-tu de cette victoire de Bottas? Moi, j'ai l'impression qu'il nous a un peu refait le coup de la Russie, à savoir partir devant et bien dominer son sujet. Qu'en penses-tu, Jean-Luc? Salut à toi en tout cas. Et oui, bonjour LFB et bonjour à tous. Effectivement, une très belle victoire de Valtteri Bottas, le pilote finlandais de l'équipe Mercedes, qui avait déjà effectivement commencé le boulot en partie en signant cette pole position, la deuxième de sa carrière. Alors après, évidemment, on le sait, surtout que le départ sur cette piste autrichienne est un petit peu délicat. D'abord dans la mesure où la distance est assez limitée, il n'y a que 330 mètres de mémoire jusqu'au premier virage à droite. Et de surcroît, c'est un départ qui est en montée. Donc il fallait évidemment pas le louper, surtout qu'il avait quand même à ses côtés une des références en la matière, en l'occurrence Vettel. Alors, magnifique victoire, oui, puisque, comme on dit toujours, les gens heureux n'ont pas d'histoire, et ça a été le cas de Bottas pendant tout ce Grand Prix. Alors, il s'est arrêté, effectivement, selon la stratégie qui avait été déterminée, il s'est arrêté au 41e tour pour monter des pneumatiques super soft et terminer, même si on a vu, et notamment c'était le cas chez lui, sur l'un des pneus arrière, qu'un des pneumatiques commençait à être un petit peu abîmé. C'était pas le seul d'ailleurs, parce que c'était le cas pour Hamilton également. Et puis on a eu peur aussi parce qu'à un moment, on a bien compris que la direction de course était en train d'enquêter sur le départ, éventuellement sur le jump start, comme on dit, c'est-à-dire sur le fait que oui ou non, Bottas aurait volé le départ. En fait, non. C'est tout simplement, comme il l'a dit lui-même, l'un des meilleurs départs de sa carrière. Et bon, c'est clair que face à Vettel, c'était un petit peu la seule solution. On pouvait dire à sa place, en tout cas, qu'à partir du moment où il avait pris cet excellent départ et où il avait maintenu la Ferrari de Vettel derrière lui, eh ben, une partie du boulot avait été fait. Maintenant, il a fallu durer jusqu'à la fin. Alors bon, je sais que Vettel a dit après la course qu'avec 1 ou 2 tours de plus, il aurait passé Bottas. Bon, c'est déjà une chose de remonter l'écart, le handicap. C'en est une autre que de porter vraiment une attaque décisive. On n'est pas certain qu'à un quelconque moment de ce Grand Prix, en tout cas, Vettel ait été en mesure de porter véritablement une attaque sur Bottas. Donc, pour répondre à ta question, LFB, oui, une très belle victoire pour Bottas qui peut peut-être venir effectivement interférer dans le jeu entre les deux prétendus champions du monde désignés, c'est-à-dire les leaders de chaque équipe, Hamilton et Vettel. Mais ça, je crois que ce sera l'objet d'une petite question plus tard. Oui, effectivement, je vais y revenir dans quelques instants, Jean-Luc. Mais alors, je voulais revenir quand même avec toi sur ce qui a peut-être été le fait marquant de ce Grand Prix. C'est le départ. Et on a peut-être tous cru, je l'avoue, que Bottas avait effectivement volé ce départ. Est-ce que toi, lorsque tu as commenté ce Grand Prix, tu l'as cru aussi? Et qu'en penses-tu en fin de compte? Alors oui, ta question est bonne, évidemment. Avait-il volé le départ? Je crois que nous, on n'a pas les éléments pour en juger, même si, évidemment, on a pu profiter des ralentis à plusieurs reprises pour voir de quelle manière vraiment la Mercedes avait décollé de la position. Je répète une nouvelle fois, ce départ, il est un peu spécial. Je pense que de toutes les pistes de Formule 1, c'est celui où la pente est la plus marquée. Donc, c'est pas évident pour les pilotes, effectivement, de prendre ce départ, même si on sait que toute la procédure de départ est extrêmement complexe maintenant en Formule 1 et ne repose pas uniquement sur les épaules du pilote. Même si, et on le sait, c'était une des modifications du règlement cette année, eh bien on a redonné de l'importance aux pilotes dans cette procédure de départ. Donc oui, le départ n'était pas volé puisque la direction de course en a décidé ainsi, mais c'était limite. Je crois qu'il est difficile de faire mieux là. On sait qu'aux Jeux Olympiques, par exemple pour le 100 mètres, eh bien on a souvent des analyses de temps de réaction au moment du départ. Ben là, je pense que Valtteri Bottas, il est prêt pour faire le 100 mètres ou le 110 mètres, il n'y a pas de problème. D'accord. Usain Bolt, Valtteri Bottas, même combat. Oui, effectivement, tu n'as pas tort, Jean-Luc. Alors, d'un côté, le départ, et puis d'un autre côté, la fin de course qui a été assez palpitante. Est-ce que, là aussi, tu as cru sur le moment que Bottas pouvait finalement perdre ce Grand Prix d'Autriche? Très honnêtement, et comme toujours, tu le sais, dans le débriefing F1, on se parle franchement, non. Je pensais que Bottas allait toujours avoir un petit peu les ressources pour lui fermer les portes, d'autant que ce tracé n'est pas évident malgré tout pour dépasser. Je sais bien que c'est un leitmotiv, on le dit souvent que les zones de dépassement sont vraiment pas évidentes. Et là, je crois qu'avant de porter une attaque de la part de Vettel,
d'autant qu'on sait que Vettel était naturellement sous observation de la part de la FIA depuis la manœuvre, et on ne va pas y revenir, avec Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. Donc c'est clair que Vettel, il fallait surtout pas qu'il commette d'erreurs et surtout pas qu'il tente d'attaque qui soit un petit peu audacieuse. Donc non, je pensais que Bottas allait conserver effectivement la première place, même si, sait-on jamais, il aurait pu avoir lui aussi un problème plus grave, ou avec les pneus, ou avec les freins, et pourquoi pas avec le carburant aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui lui demande un petit peu de réduire sa cadence. Et dans ce cas, on sait que Vettel aurait sauté sur l'opportunité, évidemment. Alors, Vettel, justement là, Jean-Luc, on doit revenir sur ce qui s'est passé en Azerbaïdjan à Bakou, ce fameux accrochage avec Lewis Hamilton qui a fait donc couler beaucoup d'encre. Alors, il y a eu, moi j'ai le sentiment, une sorte de campagne un peu internationale lancée contre Vettel, un peu anglo-saxonne à la base, où toutes les voix se sont élevées pour le fustiger. Et puis, il y a eu cette fameuse convocation devant la FIA. Et finalement, il n'est pas passé loin, manifestement, d'une sanction. Alors, est-ce que cette attaque un peu contre Vettel est justifiée, selon toi? Et est-ce que, lorsque nous avons débriefé sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on n'a pas été finalement un petit peu trop indulgent par rapport à Vettel? Qu'en penses-tu franchement? Bah oui, tu poses la bonne question. Est-ce qu'on n'a pas été trop gentil avec Vettel lors du dernier Grand Prix? Écoute, peut-être oui. Moi, je vais répondre pour moi, j'assume. Oui, certainement, au regard de ce que ça a entraîné comme réaction par la suite. Moi, je pense encore une fois que de temps en temps, il faut quand même qu'il reste un petit peu d'humanité en Formule 1. Et on peut comprendre que Vettel ait été quelque part un peu ulcéré par le comportement d'Hamilton. Mais c'est le jeu. Il aurait dû le savoir, lui qui est 4 fois champion du monde avec la carrière qu'il a. C'est vrai que parfois, il se comporte peut-être un petit peu comme un enfant gâté, je suis d'accord. Maintenant, peut-être moi aussi, j'ai surréagi dans l'autre sens par rapport à la cabale. J'ai utilisé le mot cabale, mais je le pense vraiment parfois que nos amis britanniques, comme par hasard, sont capables de déclencher, surtout pour défendre l'un des leurs, en l'occurrence Lewis Hamilton. L'enjeu, il est quand même clair. Hein. C'est un 4e titre pour Lewis Hamilton, qui le mettrait précisément à hauteur de Vettel, au hasard, ou à la hauteur d'Alain Prost, hein, on le sait bien. Donc c'est quand même, l'enjeu est énorme. Ou alors, un nouveau titre pour la Scuderia Ferrari avec un pilote allemand. Et oui, encore un pilote allemand. Alors je pense qu'effectivement, on a peut-être été un poil trop gentil. C'est vrai que le geste de Vettel était inadmissible. D'ailleurs, il a bien été obligé de s'excuser par rapport à Lewis Hamilton et publiquement. Et oui, ce geste méritait évidemment des excuses. Parce qu'il n'y a pas de justification quand on donne un coup de roue à un pilote, même si, je le répète, hein, il n'a pas abîmé la monoplace de Hamilton, et Hamilton n'a pas perdu la course pour ça, heureusement d'ailleurs, parce que là oui, là ça aurait été vraiment très très grave, ouais, effectivement. Parlons d'Hamilton, justement. Donc la pénalité qu'il a subie en Autriche fait qu'il est parti 8e sur la grille. Il est finalement remonté à la 4e place, mais il concède encore des points à Sébastien Vettel. Hein. C'est un constat mathématique. Alors, on focalisait ces derniers temps, Jean-Luc, sur ce duel de champions du monde entre Vettel et Hamilton, tu en as déjà parlé, mais est-ce que maintenant il ne faut pas inclure quand même Bottas dans l'équation? Parce qu'après 9 Grands Prix, l'écart entre Bottas et Hamilton au championnat, il n'est pas si énorme que ça. Hein. Donc, est-ce que c'est maintenant un match à 3 finalement? Est-ce que le duel auquel nous assistons entre Sébastien Vettel, qui a par parenthèse pris un peu de poil de la bête, hein, parce que si on se reporte au classement, effectivement, là il a 20 points d'avance, c'est plutôt pas mal, mais quand on regarde derrière Hamilton, le deuxième, on voit que Bottas n'est plus qu'à 15 points. Alors oui, c'est sûr que si Hamilton a un petit peu de malchance ou commet quelques erreurs, comme ça lui arrive quand même parfois, comme à tout le monde, et s'il doit partir de derrière, d'abord la bonne nouvelle pour Mercedes, c'est que Bottas est parfaitement en mesure de relever le gant et de répliquer à Vettel, on l'a vu, peut-être de manière un peu moins tranchante que ne le ferait Hamilton, ça c'est sûr. Mais si jamais il y a d'autres problèmes mécaniques, par exemple, qui viennent frapper la monoplace d'Hamilton, c'est clair qu'on a compris maintenant chez Mercedes qu'on pouvait véritablement compter sur Bottas pour, pourquoi pas, briguer le titre de champion du monde. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, avec la question que tu poses. C'est peut-être plus un trio maintenant auquel on va être confronté et auquel on va assister qu'un duel. Et on va voir d'ailleurs par parenthèse si l'attitude d'Hamilton, qui est pour le moment très protectrice par rapport à Bottas, reste la même. Tu sais, il n'y a pas mieux que le combat sur la piste pour parfois un petit peu brouiller les relations jusque-là très, très amicales, on va dire, très chaleureuses entre les pilotes au sein d'une même écurie, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, en effet. Alors, si je détaille un peu le classement de ce Grand Prix, Bottas victoire, Vettel 2e, Ricciardo 3e.
Et il les enchaîne en ce moment, les podiums. Donc, un nouveau résultat formidable pour l'Australien. Oui, à propos de type convivial justement et heureux d'être là, on peut parler évidemment de Daniel Ricciardo. L'homme à la banane, puisqu'il affiche un sourire quasi permanent. Bon, sur sa coupe de cheveux, je serais un peu plus réservé, si tu vois ce que je vais dire aussi. Mais bon, ça comme d'ailleurs sur la coutume qui consiste, tu le sais bien, à verser du champagne dans la chaussure et à boire effectivement ce qu'il y a dans sa chaussure sur le podium. On a vu que Vettel et Bottas sont pas très fans du truc. Bon, ça c'est un autre débat. Alors, écoute, c'est formidable ce que fait Ricciardo, parce que bon, manifestement, la Red Bull Renault est en retrait par rapport aux performances de la Mercedes et à celle de la Ferrari. Maintenant, dès qu'il y a une opportunité à saisir, il est là. Et ça lui fait quand même le 5e podium en 5 Grands Prix, dont une victoire. Alors bien sûr, tu vas me dire, il a profité de circonstances exceptionnelles pour l'emporter. Mais n'empêche qu'au championnat, il est 4e, il n'est pas très loin des autres. Et il démontre, avec le total de points, que c'est un garçon solide. Je crois que paradoxalement, peut-être, Ricciardo, il est un peu desservi par son attitude. Il est tellement sympa, il est tellement jovial que certains ont tendance à le prendre pour un charlot. Mais on peut être sûr que c'est pas un charlot du tout. Ah non, là oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vraiment pas un charlot, mais oui, c'est vrai que le look est très spécial. Alors, Ricciardo d'un côté, Verstappen de l'autre, bien sûr, chez Red Bull. Moi, j'ai été frappé par cette image, effectivement. C'est dizaines de milliers, peut-être, de supporters hollandais qui font le déplacement en Autriche pour supporter Verstappen. Tu vas m'en parler certainement. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment épaté. Et c'est assez incroyable. Le fait est que Verstappen, en ce moment, il est bien malheureux. Alors, est-ce que c'est juste de la malchance, selon toi, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à lui reprocher quand même? Oui, à l'inverse, évidemment, ça va moins bien pour Max Verstappen, le Hollandais volant. Alors, des hordes, c'est le cas de le dire, de supporters hollandais s'étaient rendus dans les tribunes à Zellweg, en Autriche, et il y avait carrément des tribunes qui étaient oranges. On avait l'habitude de voir des tribunes rouges aux couleurs de Ferrari, mais là, c'était vraiment des tribunes oranges aux couleurs de Verstappen. Alors, c'est vrai qu'une nouvelle fois, il est frappé par des problèmes mécaniques, par des problèmes de circonstances. Il n'est pas verni en ce moment, on le soulignait. Sur les 7 dernières courses, je crois qu'il n'a terminé que 2 fois. C'est vraiment un carnage. C'est vrai qu'on doit se poser la question chez Red Bull des raisons pour lesquelles il est ainsi accablé donc par la malchance. Alors, est-ce que c'est son pilotage? Moi, je ne le pense pas. Parce que je pense que maintenant, on a atteint un tel niveau de fiabilité, normalement, en tout cas à ces niveaux, dans ces écuries-là, et puis de contrôle en permanence des problèmes techniques, que je ne pense pas du tout que ce soit un problème lié à Max Verstappen. C'est une mauvaise passe, mais c'est vrai que c'est mieux pour lui qu'elle se termine maintenant. Ouais, ça c'est clair. Si on détaille le classement, donc Kimi Raikkonen est 5e, peut-être à sa place. J'ai pas spécialement de questions là à te poser. Par contre, Romain Grosjean, 6e. Alors moi, j'ai quand même l'impression, Jean-Luc, que Romain a été un des héros de la course. Est-ce que tu partages ce sentiment? Héros de la course, oui. En tout cas, un des pilotes très solides. Et moi, je préfère parler, peut-être héros, le mot est un poil fort parce qu'on attend toujours le véritable exploit. Alors tu me diras, avec la monoplace dont il dispose, terminer 6e, c'est vraiment superbe. Non, il a exploité toutes les opportunités, Romain, et puis surtout, il n'a pas commis d'erreur. Et encore une fois, dans le contexte que l'on connaît en Formule 1, c'est déjà une performance absolument remarquable. Donc, écoute, on s'en réjouit naturellement. Voilà qui lui permet de remonter au classement général provisoire du championnat. Et puis, il avait de tels problèmes de frein. Alors, par parenthèse, je crois que c'est au prochain Grand Prix qu'on va monter un nouveau système de frein. Romain a réussi à s'habituer, entre guillemets, à celui qu'il a là. Il s'en plaignait pas trop pendant la course, en tout cas. Il a retrouvé de la confiance dans sa monoplace. Et puis, on a vu que Magnussen n'était pas mal non plus. Alors, Magnussen, lui, a été accablé par un problème mécanique. On l'a bien vu en Q2, il n'a pas roulé. Et puis, ça a encore été le cas en course. Donc, c'est vrai que, on va dire que le niveau général de la Haas Ferrari a l'air d'être plutôt bon en ce milieu de saison. Et on ne va pas s'en plaindre. Derrière Romain Grosjean au classement, on retrouve, alors c'est pas la première fois de l'année, les deux pilotes Force India, avec encore Pérez devant Ocon. Bon, on sait que ces derniers temps, il y avait eu un peu de rififi entre les deux. Est-ce que tu dirais là maintenant que c'est la paix des braves qui a été signée entre les deux pilotes Force India? Du côté de Force India, il fallait bien calmer le jeu, parce que là, on avait atteint un tel paroxysme, en tout cas on l'espère, avec des relations et puis même des questions, puisqu'on a vu que Sergio Pérez avait été jusqu'à dire que certes,
notre ami Esteban Ocon était un très bon pilote, mais qu'il était un petit peu expérimenté, un petit peu fougueux. Alors évidemment, Esteban a répliqué, tu l'as lu, vous l'avez lu comme moi, que bah oui, mais lui, il avait gagné plus de championnats en Formule 3, en GP3, etc., que Pérez ne l'avait fait à son époque. Bon, ça prenait une mauvaise tournure. Tu as vu qu'en course, ils ont eu vraiment une course exactement parallèle. Et qu'à un moment, Esteban, dans le premier stint, comme on dit, avec le premier train de pneus, était en mesure de reprendre du temps à Pérez. Hop, comme par hasard, chez Force India, on décide d'arrêter Pérez. On lui remonte un train de pneus frais. Alors, évidemment, j'ai tout noté. Pérez, c'était au 31e tour. Et puis, on laisse en plus, après, Esteban Ocon jusqu'au 42e tour environ. Donc ça veut dire qu'on laisse du temps à Pérez pour travailler avec des pneumatiques plus performants avant d'arrêter Ocon. Bon, Esteban l'a dit d'ailleurs, il est très lucide, hein, juste après l'arrivée, quand il a dit « j'ai perdu un petit peu de temps, on a fait une petite erreur en stratégie ». Passons pudiquement, c'est clair qu'on n'a surtout pas voulu que les deux pilotes se retrouvent ensemble sur la piste à combattre chez Force India, donc on a trouvé cette astuce. Bon, en tout cas, c'est un beau résultat final, hein. Je veux dire, on termine encore dans les points, c'est vraiment super, avec un Pérez 7e et un Ocon 8e. Je pense qu'il y a encore du meilleur à venir. Pourquoi pas à Silverstone? Parce que Silverstone, c'est un circuit rapide avec des appuis et on sait qu'a priori, les Force India devraient être plutôt très bien là-bas. Bah Silverstone, oui, il y en a beaucoup qui seront certainement très intéressés de disputer ce Grand Prix à domicile. Bah, je pense à Williams. Voilà, si on va conclure avec mes questions aujourd'hui, en concluant ce top 10. Donc merci Jean-Luc d'être intervenu à distance. Mais ma dernière question, c'est pour Williams, parce que derrière les deux Force India, il y a effectivement les deux pilotes Williams qui sont dans les points, Massa et Stroll. C'était pas gagné, compte tenu des positions de départ. Et c'est vrai qu'on est obligé de se dire que c'est encore un résultat dans les points pour Lance Stroll qui monte en puissance. Voilà, je te laisse répondre Jean-Luc et puis écoute, sinon c'est dès la semaine prochaine qu'on se retrouvera pour le débriefing consacré au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais je te laisse répondre sur les Williams dans les points. Écoute, on va dire qu'on s'en tire bien parce qu'on prend les deux dernières places dans les points. 9e et 10e. Alors de la part de Massa, on ne pouvait pas s'attendre à moins bien, même si on est parti très très loin sur la grille et que naturellement on a bien profité de tout le pataquès qui s'est produit au milieu du paquet avec un Kvyat qui a encore pété les plombs, il faut quand même le dire, et qui a donc finalement été la cause de problèmes de Verstappen et surtout malheureusement d'Alonso. Donc oui, chez Williams on a été extrêmement opportuniste, mais en général on est assez solide en course et puis j'ai plaisir à souligner une nouvelle fois que pour ce qui concerne Lance Stroll, ça fait 3 Grands Prix dans les points, avec évidemment un podium formidable en Azerbaïdjan. Moi, je pense que ce garçon est en train de progresser très très vite et le meilleur est à venir probablement dans la deuxième moitié de la saison. Donc attention à ses adversaires. Voilà les LB, on a fait le tour de ce Grand Prix d'Autriche. Alors je sais bien que ce n'était pas le plus passionnant du monde, mais quelque chose me dit que le prochain Grand Prix à Silverstone, on sera vraiment à la maison pour la majorité des équipes de Formule 1, sera beaucoup plus passionnant. Voilà, salut à tous.